BFM Business, midi, l'heure H. L'info avec Guillaume Paul. Il est midi, soyez les bienvenus dans l'heure H sur BFM Business. Dans l'actualité de ce mardi, on attend bien sûr la composition du nouveau gouvernement. Ça sera a priori d'ici la fin de journée. Ça veut dire que dans quelques heures, Édouard Philippe va pouvoir commencer à plancher avec ses ministres sur la réforme du marché du travail. Premier gros rendez-vous du quinquennat. Va falloir trouver le bon dosage pour la faire passer, mais vous allez voir qu'il a de l'expérience parce qu'il a vu notamment chez lui au Havre la façon dont les choses se sont passées l'année dernière avec la loi travail. Donc ça peut lui donner des acquis. On verra ça avec Mathieu Jolivet dans un instant. Chez Air France, pendant ce temps, c'est le patron lui-même qui met la pression désormais. Jean-Marc Janaillac le dit, il faut absolument que les pilotes acceptent le projet Boost. Vous savez, le projet de nouvelle compagnie à bas coût, il faut que ça passe. Sinon, dit-il, je prendrai mes responsabilités. Voilà une phrase qui peut vouloir dire beaucoup de choses, mais justement, c'est sans doute fait pour ça. On verra ça avec Mathieu Séva. Et puis, on dira un mot d'Orange Bank. La nouvelle banque d'Orange, elle arrive dans un peu moins de 2 mois pour les particuliers, mais vous allez voir que les grandes banques traditionnelles, déjà, sont en train de chercher tous les moyens, absolument tous les moyens pour l'empêcher de se développer, évidemment. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Dans un quart d'heure, bien sûr, les experts de leur H, l'actualité de la tech, de l'immobilier, du luxe et de la culture. Tout ça côté business. La Bourse de Paris, elle est légèrement dans le rouge. En ce moment, on perd 0,4% pour le CAC 40. 5395 points en ce moment. Bien, donc cette fois on peut le dire, c'est en fin de journée que les choses sérieuses vont commencer finalement. Mathieu Jolivet, bonjour. Bonjour Guillaume. Donc on aura en fin de journée la composition du nouveau gouvernement. C'est là qu'on va voir justement jusqu'où va l'ouverture. Ouverture à droite, même à la société civile finalement, Mathieu, c'est ça? Oui, mais alors pour l'instant on ne peut pas dire grand-chose de plus, si ce n'est qu'Emmanuel Macron a prévenu qu'il y aurait 15 ou 16 ministres, donc un gouvernement resserré, un tiers qui viennent de la société civile, parité homme-femme, et dernière indication, il a insisté sur le fait que dans le choix des ministres, la compétence était un préalable aux politiques. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est avec ce prisme-là qu'il faudra regarder la composition du gouvernement qui sera annoncée en fin de journée. Donc en fin de journée, effectivement. Alors, Édouard Philippe, justement, lui, il l'a confirmé hier soir à la télévision, l'un des premiers temps forts du quinquennat, ça sera bien la réforme du marché du travail, Mathieu. Et c'est peut-être maintenant qu'on va se rendre compte, qu'on va comprendre l'une des raisons pour lesquelles il a été nommé à Matignon, parce que tout ce qui s'est joué l'an dernier sur la loi travail, lui qui était maire du Havre a vu. Il y a eu beaucoup de blocages du côté du Havre. Et peut-être qu'on se dit que ce qu'il a vécu l'an dernier, finalement, va lui servir dans les prochaines semaines. Oui, parce qu'en fait, vous faites bien de le rappeler, il sait, Édouard Philippe, à quel point des blocages peuvent déstabiliser l'économie. Il en a fait l'expérience l'an dernier avec la loi travail. Il faut bien voir que la CGT, qui est un syndicat très puissant dans le secteur de la pétrochimie, a bloqué pendant plusieurs jours totalement le port du Havre, qui est sa ville. Et à l'époque, c'était il y a 1 an, les porte-containers étaient arrêtés au large du Havre et s'étaient déroutés vers des ports concurrents au moment même où les armateurs étaient en train de repenser, redessiner leur carte de fret maritime. Et donc Édouard Philippe avait tiré la sonnette d'alarme, c'était il y a presque 1 an jour pour jour, où dans l'hémicycle, il avait alerté et interpellé Manuel Valls, lui reprochant son incapacité à entretenir un dialogue social apaisé. Il faut voir aussi que Édouard Philippe, en 2015, avait voté la motion de censure qui dénonçait l'usage du 49.3, c'était à l'époque de la loi Macron. Il s'est donc souvent opposé, Édouard Philippe, à la méthode forte, lui qui aujourd'hui, en priorité, doit faire voter une loi qui l'habilite à dégainer des ordonnances pour assouplir le marché du travail. Ce serait une question de dosage et peut-être qu'il est, il sait où placer le curseur finalement dans cette histoire. Après, il faut bien voir que les ordonnances, c'est un peu moins violent dans la méthode que le 49.3, car le Parlement a voté un projet de loi qui l'habilite à les utiliser, donc il a un blanc-seing du Parlement. Et ensuite, le Parlement doit le valider après. En revanche, vis-à-vis des partenaires sociaux, eux ne font pas de distinction entre 49.3 ou ordonnance. Eux estiment que c'est un passage en force. Et Laurent Berger, le leader de la CFDT, le rappelle encore ce matin à Édouard Philippe. Il le dit effectivement, la CFDT le dit par le biais effectivement de Laurent Berger aujourd'hui. Passer à la hussarde sur le code du travail, ça ne marchera pas. Une réforme hâtive serait contre-productive. Il se trompe. En parlant d'Emmanuel Macron, il se trompe s'il croit que ça va lui permettre d'éviter un conflit social. Fin de citation. Merci beaucoup Mathieu Jolivet. Pierre Gattaz, lui par contre, l'a dit il y a environ 1 heure, il faut aller très très vite sur cette réforme du marché du travail. Et au vu des premiers pas d'Emmanuel Macron en tant que président, il est plutôt confiant. Écoutez le patron du MEDEF tout à l'heure à Paris.
J'étais pas tout à fait d'accord avec son programme économique, souvenez-vous, qui présentait des faiblesses, et on présente toujours. Ceci étant dit, au niveau de sa personnalité, c'est un homme de 39 ans qui connaît bien l'entreprise, qui a vécu dans l'entreprise, qui est très international, qui est pro-euro, pro-Europe, et je crois que ça donne un souffle nouveau à la France, ça donne une image rénovée de la France. Il faut accompagner ce mouvement. Alors nous, MEDEF, ne serons ni partisans, mais ni oui-oui, ni opposants systématiques. Nous serons accompagnateurs et ce qui est important, c'est de retrouver la confiance des forces économiques du pays, par quelques réformes bien ciblées, rapidement faites, qu'il a annoncées depuis des mois dans son programme. Et si cette confiance s'installe, vous savez, ça peut aller très vite. La France peut retrouver les chemins de la croissance et les chemins de l'emploi. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un renouveau qui est exprimé et il faut jouer ce renouveau, en étant très vigilant et en étant ferme sur les réformes, bien sûr. Et voilà, optimisme de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, c'était à l'occasion de sa conférence de presse mensuelle tout à l'heure à Paris. Ça va mal pour Ford, c'est pas encore officiel, mais d'après plusieurs sources, l'Américain devrait annoncer dans les prochains jours un très gros nombre de suppressions de postes. Ça pourrait aller jusqu'à 10% des effectifs dans le monde, c'est-à-dire environ 20 000 personnes. Ça, c'est le chiffre en tout cas que donne le Wall Street Journal. Ford qui est confronté, mais comme tous les constructeurs locaux d'ailleurs, au ralentissement du marché auto américain. Et puis alors chez Air France KLM, là on voit clairement que c'est le PDG lui-même qui a décidé cette fois de faire monter la pression. Vous savez que Jean-Marc Janaillac donc veut absolument faire passer auprès des pilotes son projet Boost, le projet de nouvelle compagnie à bas coût. Et comme à première vue ça n'est pas gagné, il l'a redit ce matin dans la presse. Mathieu Sévin, bonjour. Il le dit, il faut absolument que ça passe, sinon, dit-il, je prendrai mes responsabilités. Alors ça, c'est une phrase qui peut vouloir dire pas mal de choses. Mais c'est clairement une nouvelle étape dans le bras de fer entre Jean-Marc Janaillac et les syndicats de pilotes. Le PDG l'assure, faute d'accord, il prendra ses responsabilités. Alors est-ce que ça veut dire démission ou passage en force ? En interne, on nous assure que les deux options sont possibles. Ce message, en tout cas, s'adresse directement aux pilotes. S'ils refusent le projet d'une compagnie à bas coût au sein d'Air France, Air France n'aura plus les moyens d'affronter la nouvelle concurrence. Or, dans quelques semaines, vous savez, il y a des nouvelles compagnies à bas coût qui arrivent à Roissy et à Orly, Norwegian, Level, la filiale de British Airways et d'Iberia, des compagnies à destination notamment des États-Unis. Alors Jean-Marc Janaillac va jusqu'à évoquer à demi-mot que c'est l'avenir même d'Air France qui est aujourd'hui en jeu. Selon lui, la compagnie risque de connaître un destin similaire à celui d'Alitalia, qui est aujourd'hui au bord de la faillite. C'est l'État qui a repris les manettes en Italie sur Alitalia, qui cherche des années de crise. Après des années de crise, effectivement. C'est une phrase très... Je prendrai mes responsabilités. Ça veut tout dire et son contraire. Réponse dans quelques jours, parce que l'accord doit être est ouvert à la signature jusqu'à la fin du mois. Donc nous sommes le 15, 16, oui, donc il reste le 30 normalement. Ouais, 15 jours pour les pilotes pour se décider. Merci beaucoup Mathieu Sévin avec nous sur BFM Business. Chez Renault, le travail a repris ce matin comme prévu, du côté de l'usine de Douai. C'était le dernier site à ne pas avoir encore redémarré après avoir été mis à l'arrêt, donc à titre préventif, donc après la cyberattaque mondiale du week-end dernier. Cyberattaque dont on commence à se demander si la Corée du Nord n'en serait pas l'instigatrice. Des chercheurs en sécurité informatique américains ont indiqué il y a quelques heures qu'ils avaient découvert certaines similarités entre le fameux virus WannaCry donc et d'autres piratages qui avaient eux clairement été attribués aux Nord-Coréens. Ils ont mis en évidence des similarités, mais pour l'instant ils n'ont pas donné de réponse officielle. Ils n'affirment pas à 100% que la Corée du Nord est derrière l'ensemble de cette opération. Et puis alors, on va dire un petit mot du secteur de la pharmacie, parce que c'est une étude mondiale de la Banque Lazare qui vient de paraître et qui nous le dit, ça va encore beaucoup bouger dans ce secteur dans les prochaines années. Bonjour Hélène Cornet. Bonjour. L'idée c'est quoi? C'est qu'on est sur une profession qui est de plus en plus réglementée, qui doit de plus en plus innover, et donc pour survivre face à tout ça, les grands groupes vont vraiment devoir se remettre en question, Hélène, c'est ça l'idée. Oui, c'est ça, et on est en train en fait de changer plus ou moins d'époque et aussi de façon de penser, parce que finalement, il faut revoir tout le système de financement de la santé. Ouais. Il ne faut plus penser uniquement prix du médicament, qui parfois sont abusifs, mais prix du coût du traitement dans sa globalité. Et je vais vous donner un exemple, Guillaume, qui va peut-être plus vous parler. Le Sovaldi, par exemple, qui est un traitement contre l'hépatite C,
C. Oui, dont on a beaucoup parlé, qui a fait Voilà, polémique. exactement. Ouais. Marisol Touraine a réussi à réduire le prix global en passant de 41 000 € à 28 000 €. Ouais. Mais malgré tout, ça reste très cher pour un médicament utilisé pour une cure de 3 mois, pour une cure de 12 semaines. Ouais. Sauf que c'est un médicament révolutionnaire et qu'après on est guéri. Et que finalement, quel est le coût intéressant pour l'assurance maladie? C'est ça finalement, elle va faire des économies parce que finalement après on va pas retrouver le patient à l'hôpital, on va pas le retrouver avec des complications ou des effets secondaires. Et c'est tout ça le problème. Il faut complètement revoir notre façon d'appréhender le coût du traitement et de sa maladie dans sa globalité. Et l'industrie pharmaceutique justement commence à penser comme ça et même l'intègre en fait dès la conception du médicament. Et ce qu'elle cherche aujourd'hui, c'est à convaincre les politiques, parce que vous savez très bien que la santé est très liée finalement à la sphère politique. Et face à ces défis, vous nous dites aussi ce que dit la Banque Lazare, c'est qu'il y aura encore des fusions-acquisitions dans ce secteur. Oui, parce que en fait... Voilà, les médicaments de demain, c'est des médicaments très innovants. Il faut investir massivement et ça nécessite de grosses recherches et développements. Et forcément, à plusieurs, en se rapprochant, on est plus fort. Il s'est déjà pas mal passé de choses dans la pharmacie depuis 24 mois. En 2015, il y a eu beaucoup de fusions-acquisitions dans le secteur de la pharmacie. Et même en 2016, je vous rappelle, avec Medivation et Actelion. Et apparemment, ça n'est pas fini, donc nous dit cette étude de la Banque Lazare. Merci beaucoup Hélène. Hélène Cornet avec nous également sur BFM. Et puis alors, tenez, on va reparler un petit peu d'Orange Bank. Vous savez, la nouvelle offre bancaire d'Orange. Alors, qui va arriver dans quelques semaines pour les particuliers, ça sera le 6 juillet prochain. Pour les salariés d'Orange, au passage, c'est disponible depuis hier lundi. En tout cas, vous allez voir que même si le grand public n'y a pas encore accès, les grandes banques, elles font déjà absolument tout ce qu'elles peuvent pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et elles ont trouvé un angle d'attaque. Cet angle, ce sont les distributeurs automatiques de billets. On voit tout ça avec Caroline Morisseau. Les banques contre-attaquent face à l'arrivée d'Orange, un nouveau concurrent potentiellement très important, admet Philippe Brassac, le président de la Fédération bancaire française. D'où son offensive. Pas question, dit-il, que ces nouveaux acteurs utilisent les infrastructures bancaires sans payer. Les distributeurs, par exemple, Orange n'en aura quasiment aucun. Ses clients utiliseront donc ceux des banques. Le président de la Fédération est clair, l'État doit clarifier les règles du jeu, tout comme il l'a fait dans les télécoms. De la même manière qu'Orange a loué son réseau à Free Mobile, Orange pourrait donc être obligé de payer pour utiliser les infrastructures bancaires. C'est en tout cas ce que réclament les banques. La balle est entre les mains de Bercy, qui a toujours poussé à la concurrence dans le secteur. Mais un banquier souligne, rien ne nous oblige à laisser les clients de toutes les banques retirer à tous les distributeurs. Cette même source prévient, si on veut une concurrence pure et dure, ça va être la loi de la jungle. Voilà, Orange Bank, pas encore lancé, mais qui déjà dérange. C'était Caroline Morisseau. Midi 12, on va faire un tour sur les marchés. Les marchés, on retrouve Antoine Larigauderie depuis le siège d'Euronext à Paris. Bonjour Antoine, on est en petite baisse et on est passé sous les 5000, les 4000, non, qu'est-ce que je dis ? Combien Antoine ? 5400. 5400, voilà, 5400, c'est ça. ouais. Tous ces controns, ça nous dépasse. Très légèrement. Très légèrement. 5399, on est en repli de 0,32%. Petite journée à Paris, on vient à peine de dépasser le cap du milliard d'euros d'actions négociées. Donc, du coup, ça fera une journée un petit peu plus de 3 milliards d'euros, sans doute un petit peu comme hier. Tendance négative impulsée notamment par le détachement du dividende de Sanofi. Autrement, on serait quasiment à l'équilibre. Un petit peu comme ce que fait Francfort d'ailleurs, qui est en repli de 0,06%. Ça n'empêche pas les investisseurs d'avoir certaines préférences sectorielles. Et on voit, elles sont très très nettes depuis ce matin, notamment autour du secteur automobile qui est vendu, qui est en baisse. Renault moins 1%. On a également Valeo moins 1,5%. Michelin moins 0,46% avec les chiffres des ventes automobiles en Europe en mois dernier. Elles sont en baisse pour la première fois depuis 1 an et demi quasiment. Donc du coup, le secteur est un petit peu vendu. C'est aussi un bon moyen de prendre des profits aussi sur un certain nombre de titres qui avaient bien fonctionné. Il y a quelques cas particulier aussi, Elis qui est victime d'un abaissement de recommandation d'HSBC qui perd en ce moment 1,5%. Il y a des résultats aussi qui sont arbitrés de manière assez négative, notamment du côté de chez AvantQuest Software qui est en train de perdre 7% quand même à 46 centimes d'euros. SFR qui perd 3,9% après son éviction de l'indice MSCI France. MSCI, vous savez, ce sont ces indices sectoriels qui sont très très regardés par les gérants. Donc du coup, quand un titre en sort, ça a toujours un impact assez sensible. Et puis en parlant d'impact sensible quand même, AB Science dans le domaine des biotech qui perd 27%
plusieurs jours que le titre était suspendu, alors qu'un certain nombre de ces tests ont été suspendus par les autorités de santé. Le titre avait été suspendu justement pour éviter de trop gros mouvements sur le cours, mais enfin la correction est quand même d'importance ce matin. La plus forte baisse du CAC, c'est Atos qui perd 2,2% en ce moment. Sinon, les titres en hausse, à noter le secteur bancaire qui se porte pas trop mal, plus 0,58% pour Société Générale, BNP Paribas plus 0,4%, fermeté des prix du brut avec un baril de Brent de mer du Nord toujours au-delà des $52. Et on a Total en particulier qui gagne 0,28%. Puis les plus fortes hausses de l'indice, Engie plus 2,24, Carrefour plus 1,51 ou encore Accor plus 1,42. On a Orange aussi qui gagne 1,3% dans le siège des bonnes prévisions du Britannique. Vodafone qui est en forte hausse d'ailleurs à la bourse de Londres où le FTSE vient de battre un nouveau record historique justement grâce à cette belle hausse de Vodafone notamment. Moins 0,33% pour le CAC, on est juste au-dessous des 5400 points, 5399. Puis l'autre catalyseur de marché important, l'euro-dollar à un plus haut de 6 mois, on est à 1,1045. Merci beaucoup Antoine, et puis on se retrouve pour faire un point à 13h ensemble sur BFM Business. Et puis je vous rappelle, vous savez, vous suivez la séance une bonne partie de la journée en direct sur BFM Business, 10h midi intégral placement, 15h30, 18h. Intégral Bourse, bonjour aux experts de l'Orach, avec nous comme tous les jours pour notre plus grand bonheur. Bonjour Karine. Bonjour Guillaume. Karine Vergnol pour le luxe, Thomas Asportas la culture. Salut Thomas. Bonjour. Charline Legris pour la vie IMO avec nous cette semaine. Bonjour Charline. Et puis Anthony Morel bien sûr. Anthony. Bonjour Guillaume. Un petit coup d'Elon Musk. Ça faisait longtemps. Au moins une semaine. On parle toujours des projets futuristes un peu barrés d'Elon Musk qui veut là désengorger nos centres-villes et qui veut creuser un réseau de tunnels sous la ville de Los Angeles. Ouais. C'est ça l'idée. Exactement. Mais des tunnels un peu particuliers. Ouais. Tunnels qui vont propulser les voitures à plus de 200 km/h dans le sous-sol pour aller d'un point A à un point B. Oui, parce qu'il en avait marre, Elon Musk, il était coincé tout le temps dans les bouchons de Los Angeles, et quand il a un problème, Elon Musk, il crée une entreprise. Oui, voilà. Oui, c'est sa solution. Mais non, mais il a raison. Et donc, il a créé cette entreprise qui s'appelle The Boring Company, qui veut pas dire l'entreprise où l'on s'ennuie, c'est un jeu de mots. To bore en anglais, ça veut aussi dire forer, creuser. Et donc, c'est ça. Il veut créer des galeries souterraines sous le centre-ville de Los Angeles. Ça commencerait par Los Angeles en tout cas. Alors, quelle forme ça prendrait ? En gros, on arriverait avec sa voiture en surface, on se garerait sur un emplacement spécial, il y a un ascenseur qui descendrait la voiture en sous-sol, qui la placerait sur une plateforme montée sur rail, et cette plateforme foncerait à 200 km/h vers la destination que vous souhaitez. Alors ça peut être une gare, l'aéroport, un centre commercial, il y aura plein de galeries avec plein de niveaux différents pour aller à plein d'endroits, et donc voilà le programme qu'il imagine. Alors ça va pas se faire en un jour, évidemment, il faut déjà plein d'autorisations pour pouvoir transformer le sous-sol en gruyère. Enfin, il a commencé à tester en tout cas cette foreuse. Il a acheté une foreuse d'occasion et on va voir les images, elles sont presque hypnotisantes. Si vous êtes épileptique, peut-être détournez le regard pendant quelques secondes, vraiment, parce qu'il y a un effet stroboscopique sur la deuxième vidéo qu'on va voir dans un instant, où on voit cette plateforme en mouvement à l'intérieur d'un tunnel qui vient d'être creusé, et là c'est très impressionnant. Donc il faut imaginer que c'est une voiture qui se trouve sur cette plateforme et qui avance à fond. Alors le premier, ce qu'il veut faire en premier, ce serait un tunnel qui relierait le siège de SpaceX, donc une autre de ses entreprises, à l'aéroport de Los Angeles. Aujourd'hui, il faut 45 minutes, et là, ça prendrait 5 minutes avec un de ces tunnels. Donc on imagine le potentiel pour désengorger les centres-villes. 200 km. En fait, ça s'appelle le métro, quoi. Ça s'appelle le métro. C'est le métro pour la voiture, en fait. C'est ça. C'est la voiture montée sur métro. Juste en quelques mots, vous avez un robot voiturier, alors plus modestement, qui nous aide à trouver une place de stationnement à Paris. Oui, une fois, si vous voulez. Stanley Robotics, c'est une start-up française qui a mis au point ce robot qui ressemble un peu à un transpalette. Vous allez laisser votre voiture à l'entrée du parking, il va venir se placer sous la voiture, il va la soulever de quelques centimètres et il va la porter à l'emplacement. C'est lui qui va trouver la place de parking, vous n'avez plus besoin de vous en occuper, et qui va la garer au centimètre près. Ça permet de mettre beaucoup plus de voitures sur un parking donné et donc d'optimiser l'espace. Je vous dis pas où elle est garée. Pour les femmes qui ont peur de faire des créneaux dans les parkings. Ouais, même pour les hommes d'ailleurs, parce que moi, je suis pas très doué. Enfin, bon. Stan, ça s'appelle. Stan. Le jour où il y a un des projets un peu barrés d'Elon Musk qui va vraiment devenir concret là. Mais il y en a quelques-uns. Oui, il y en a quelques-uns déjà. SpaceX, ça existe. Encore plus barré que SpaceX à la limite, quoi. Voilà. Celui-ci est pas mal, ouais. Je dois avouer. Catégorie, mais c'est assez costaud. C'est assez costaud. Merci beaucoup, Anthony. La tech tous les jours avec Anthony, midi 1/4 sur BFM Business. Dans l'actualité de l'immobilier, quoi de neuf, Charline Legris? Eh bien, on va parler de l'endettement des propriétaires, du poids du crédit et du pouvoir d'achat immobilier. On va voir comment la France se situe par rapport à ses voisins européens. On va faire un petit tour à Cannes. Côté luxe, je laisse le cinéma à Thomas, et moi je vais voir ce qui se passe du côté des maisons de luxe, cosmétiques, etc. Qui sera ministre de la Culture demain, Thomas, ou ce soir? Je vous donne des noms. Je vous donne des noms qui circulent tout à l'heure, et puis surtout quelle va être sa feuille de route, quel que soit l'élu. Tout ça dans un instant, à tout de suite.
Événement sur BFM Business. Jusqu'au 30 juin, participez au challenge de la bourse pour gagner de nombreux lots, dont un tour du monde des grandes places financières. Inscrivez-vous sur tradingsat.com et cumulez des points en estimant la valeur du CAC 40 à la clôture. Découvrez le gagnant de la semaine tous les lundis.